Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'entretien, les fautes, précipitations enregistrées ces derniers temps dans certaines localités du Bénin, surtout dans le septentrion, a engendré la montée des eaux dans les bassins des grands fleuves du Bénin. Cette situation a même occasionné des inondations dans plusieurs communes. Le niveau d'alerte dans les bassins du Niger, de l'Ouémé et du Mono est au rouge. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Qu'est-ce qui explique donc cette situation et que faire pour soulager les populations? Pour en parler, je reçois le professeur Théodore Adjakpa. Il est professeur à l'université d'Abomey-Calavi et spécialiste des inondations. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Et dites-nous pourquoi la montée des eaux? Qu'est-ce qui explique cette situation? Et la montée des eaux s'explique par les fortes précipitations que nous enregistrons actuellement au cours de cette grande saison, au cours de la grande saison des pluies. Actuellement, la grande saison des pluies est en train de terminer et nous sommes en train de rentrer dans la petite saison des pluies, puisque nous sommes en septembre maintenant. Oui. Donc, c'est le résultat, le cumul des eaux enregistrées des fortes précipitations qu'on a eues lors de la grande saison qui explique la montée des eaux dans les grands fleuves du Bénin actuellement. C'est vrai, il y a les fortes précipitations que nous avons enregistrées au niveau local, mais quand nous prenons le cas du Niger par exemple, Oui. c'est beaucoup plus les eaux qui viennent de la Guinée et qui transitent par le Mali et le Niger qui passent par Malanville. Donc, au niveau du Niger spécialement, il y a les eaux qui viennent d'ailleurs et la précipitation locale. Donc, en quelque sorte, on subit ce qui se passe ailleurs. Oui, nous subissons ce qui se passe ailleurs. Parce que ce qui se passe à Malanville, c'est exactement le résultat de ce qui s'est passé à Niamey 3 jours après, s'il pleut régulièrement dans le bassin, ou 1 semaine après. Okay. Donc en réalité, du côté de Malanville, c'est la situation de Niamey qui se répète. 3 jours après, si la pluie continue régulièrement dans le bassin, et 1 semaine après, par ce qu'on appelle la propagation des ondes de crue. Donc le phénomène qui se produit à Niamey se reproduit à Malanville. Donc, du côté de Malanville, ce n'est pas seulement notre précipitation locale, mais c'est beaucoup plus les précipitations qui viennent d'ailleurs. C'est ce qui se passe au sud, parce que ce n'est pas seulement les régions du septentrion qui subissent les inondations actuellement. Dans l'Ouémé et la vallée de l'Ouémé également, on a de ces cas. Oui. Oui, vous savez, nous avons quelques grands bassins. Les grands fleuves du Bénin, n'est-ce pas, sont logés dans ce qu'on appelle les bassins de ces fleuves. Alors, le bassin du fleuve, il faut que les auditeurs comprennent ce qu'on n'entend pas bassin. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs comprennent ce qu'on n'entend pas bassin. Oui. Le bassin d'un cours d'eau, c'est un territoire qui est délimité de manière à ce que tout point d'eau qui chute sur ce territoire-là se dirige vers le lit du fleuve. Et tout ça va vers un point qu'on appelle l'exutoire. C'est-à-dire sur un territoire, sur le territoire que draine. Parce que le cours d'eau, il y a le lit principal et les affluents. Alors, les affluents récoltent les eaux. Ils transmettent ces eaux-là au cours principal et tout ça passe par un point qu'on appelle l'exutoire. C'est ça ce qu'on appelle bassin. Et c'est généralement après l'exutoire qu'on a les phénomènes, n'est-ce pas, d'étalement des eaux. Donc au Bénin, nous avons le bassin du Mono, nous avons le bassin du Niger et nous avons le bassin de l'Ouémé. Voilà les 3 grands fleuves que nous avons. Quand nous prenons le Mono par exemple,
Et la situation que nous vivons du côté du Atiémé, du Grand Popo et de Lokossa, c'est beaucoup plus ce qui se passe en amont. Vous savez qu'il y a un barrage construit sur ce fleuve-là du côté du Togo. Alors, avec les lâchers d'eau, ça dit quand le barrage est trop plein, lorsque on ouvre les vannes pour que l'eau, n'est-ce pas, l'eau soit libérée, n'est-ce pas, c'est ces eaux libérées-là qui viennent créer les problèmes d'inondation du côté du Atiémé, par exemple. Du côté du Atiémé, oui. Donc, c'est pas seulement ce que nous avons, ce qui est la précipitation locale, mais du côté du Niger comme du côté du Mono, c'est beaucoup plus les précipitations d'ailleurs qui viennent aggraver la situation. Et dans l'Ouémé alors? Oui, dans l'Ouémé, c'est vrai que c'est un fleuve entièrement logé sur le territoire béninois. Et ce qui se passe du côté de l'Ouémé, tout comme du côté des autres fleuves aussi, il y a ce que nous appelons aujourd'hui le comblement du lit du fleuve. Aujourd'hui, les activités anthropiques dégradent les territoires de ces bassins-là. Et beaucoup de sable vont se loger dans le lit de ces fleuves. Quand on parle d'activités anthropiques, c'est ce que les hommes sur place font. Voilà, l'agriculture, quand nous prenons par exemple l'agriculture qui prend assez d'espace, nous désherbons, nous coupons les arbres, nous défrichons beaucoup d'espace. Ces espaces-là sont exposés à ce que nous appelons l'érosion. Or, l'érosion transporte beaucoup de sang vers le lit de ces fleuves-là. Et c'est ça qui, progressivement, remplit le lit du fleuve. Et on en arrive, c'est-à-dire les quantités d'eau qui ne devaient pas déborder, débordent. Quand nous prenons le cas du Niger, par exemple, où j'ai fait ma thèse de doctorat, alors, en 60 ans, entre 1954 et 2013, quand on prenait la mesure, on a constaté que le fleuve Niger-Malanville s'est comblé sur 4,84 m. Alors, le sable s'est entassé sur 4,84 m. Si bien que les quantités d'eau qui ne posaient pas de problème posent problème aujourd'hui. On ne commençait pas à poser de problème aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus assez d'espace. Il n'y a plus assez d'espace. Et la quantité d'eau qui passait librement, cette même quantité d'eau aujourd'hui n'arrive plus à passer librement. Et très souvent, la hauteur maximale est atteinte. À Malanville, c'est 8,50 m. Au-delà de 8,50 m, n'est-ce pas, l'eau commence pas à s'étaler. Et quand l'eau ne trouve pas sa voie, elle trace une autre voie. Naturellement, puisqu'on ne bouge pas le chemin de l'eau. Lorsque vous bouchez, l'eau est tellement puissante, elle a tellement de force qu'on ne lui barre pas le chemin. Quand vous lui barrez le chemin, elle s'effraie son propre chemin et puis elle va s'installer là où elle n'est pas attendue. Et justement, c'est ça l'inondation. On devait définir ce thème-là au départ pour dire, mais l'inondation en réalité, c'est l'installation et le séjour de l'eau sur un territoire qui ne devait pas en recevoir, point pour séjour. Alors donc, puisque c'est un territoire qui n'est pas destiné à recevoir et à garder l'eau, dès que l'eau s'installe, elle crée naturellement des dégâts. Donc voilà un peu. Est-ce que l'urbanisation et autres ne constituent pas également des causes de cette inondation? Oui, l'urbanisation et surtout le comportement de l'homme. Généralement, nos populations n'ont pas la culture du risque. Sinon, il y a beaucoup de dispositions que l'État prend pour que, si tout se passait bien normalement, on ne devait pas enregistrer les dégâts. On ne devait pas enregistrer les dégâts liés au risque d'inondation. Donc, il y a l'urbanisation qui n'est pas toujours bien planifiée. Les gens s'installent là où ils ne devaient pas s'installer et ils refusent même de partir. Oui, parce qu'ils ont acheté. Oui, mais... Quand les gens vous vendent une partie où l'eau devait séjourner, vous devenez propriétaire de cette eau, de cette partie. Oui. Dans un beau jour, on vous demande de partir. Oui, c'est pour ça l'État doit faire la sensibilisation et faire des aménagements tels que l'asphaltage se fait actuellement pour pouvoir, n'est-ce pas, canaliser les eaux. Alors, si l'État fait sa part pour canaliser les eaux
Et il faut que les populations également, n'est-ce pas, se comportent bien pour ne pas boucher, pour ne pas encombrer ces canaux de circulation de l'eau. Et il est important aujourd'hui de souligner si, vous savez, au Niger actuellement, à l'heure où je vous parle, on a enregistré 103 décès. 103 décès. À Niamey, 103 décès et 140 000 sinistrés. Et dans les 103 décès, il y a 79 effondrements de maisons qui ont causé cette situation-là. Si nous, on n'a pas cette situation au Bénin, c'est grâce à l'effort de l'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, oui, qui fait beaucoup d'efforts de communication et de sensibilisation. Mais cette structure a besoin d'être renforcée, la NPC. Parce que c'était une direction de la protection civile qui, en 2012, a été transformée en agence. En agence, oui. Aujourd'hui, cette agence a besoin d'être renforcée pour qu'elle puisse mieux faire son travail. Là, ça va venir dans les propositions de solutions. Voilà. Mais déjà, est-ce qu'on peut lier cette situation d'inondation qu'on observe aujourd'hui au changement climatique? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, quand on n'a pas d'explication ou autre, on dit automatiquement c'est les changements climatiques. Oui, c'est beaucoup, effectivement. Les changements climatiques sont indexés aujourd'hui parce que c'est un bouleversement total du climat. Parce que vous voyez, les changements climatiques expliquent dans une grande mesure cette situation parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique. Lorsqu'on parle du changement climatique aujourd'hui, là, le cœur même de ce phénomène-là, c'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire le réchauffement de la planète, le réchauffement de l'atmosphère. Or, vous savez, l'atmosphère, c'est une épaisse couche d'air qui entoure la Terre et qui maintient la vie. Alors, lorsque l'atmosphère est réchauffée aujourd'hui, il y a une grande quantité de vapeur d'eau qui se retrouve dans l'atmosphère. Et cette grande quantité de vapeur d'eau, c'est ça qui devient anormal et qui crée des précipitations extrêmes. C'est à quoi on assiste actuellement. Ce à quoi on assiste. Ce n'était pas planifié comme ça. Avant, les saisons étaient respectées. On sait que de telle période à telle période, on a la saison pluvieuse, on a la saison sèche et autres, mais aujourd'hui, tout est mélangé. Oui, tout est vraiment mélangé, puis le paysan ne sait même plus à quel saint se vouer. Et les changements climatiques, il y a le dérèglement des saisons. On ne sait pas quand est-ce que la pluie va commencer, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça commence et il y a même des arrêts précoces. Voilà. Donc c'est tout un mélange. C'est pour ça, aujourd'hui, quelque chose doit être fait pour limiter les effets. Et quand on voit, quelles sont alors les conséquences de ces inondations sur la vie des populations? Oui, sur la vie des populations, vous savez, il y a 3 niveaux d'impact. Oui. Il y a le plan social, le plan économique et le plan environnemental. Vous savez, commençons par le social d'abord. Voilà, le social, c'est les activités des populations qui sont ralenties. Vous voyez, les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Comme l'image qui passe actuellement. Oui, les gens ne peuvent pas aller au champ, ils ne peuvent pas aller au marché parce que les routes sont coupées. Il y a des champs qui sont déjà détruits dans le nord. Voilà. Donc, ça, c'est des pertes de culture que vous voyez comme ça. Vous voyez, non? Des pertes de culture, des pertes d'habitation. Et il y a les gens qui perdent totalement tout ce qu'ils ont. Et ça les rend vraiment, les populations, très vulnérables. Très vulnérables parce que ces populations n'ont pas les moyens pour pouvoir répondre aux phénomènes qui leur tombent dessus. Et l'aide de l'État aussi n'arrive pas très souvent à couvrir les pertes que les gens subissent. C'est pour ça que vraiment quelque chose doit être fait. Ça, c'est les conséquences sur le plan social. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan économique maintenant. Sur le plan économique, l'économie est naturellement impactée. Puis les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Ce qui leur amène de l'argent. Et les champs sont occupés ou inondés, ils ne peuvent plus aller aux champs.
et l'atelier même est emporté ou occupé par de l'eau, il ne peut plus aller. Les fonctionnaires d'État, ça fait que les gens ne peuvent pas aller au boulot comme ça se doit. Les routes sont coupées, les ponts sont détruits. Nous avons tous ces phénomènes-là. Ne voyons pas seulement ce qui se passe à Cotonou, mais ailleurs, c'est des ponts qui empêchent carrément de vaquer aux occupations. C'est des routes qui sont coupées et puis les gens ne peuvent pas aller faire leurs occupations. Et les transports sont bloqués. Donc voilà un peu, par exemple... Le troisième volet. Voilà, le volet environnemental, c'est la dégradation du cadre de vie. Oui. Lorsque les eaux passent, et naturellement, les maisons sont... On a enregistré des effondrements de maisons à Niamey. C'est ça qui a causé... 19 maisons sont tombées. Et puis, c'est ça qui a causé les même au Bénin, il y a des habitations qui ont été ravagées par les inondations. Bien sûr, bien sûr. Bon, on n'en parle pas souvent. Surtout au nord où il y a des habitations précaires. Oui. Vous avez les habitations qui sont détruites. Donc, l'environnement, le cadre de vie de l'homme est impacté. C'est sur le plan environnemental, c'est ce qui se passe souvent. C'est vrai, on a la destruction des biens, on a la destruction des infrastructures et le cadre de vie qui n'était pas destiné à recevoir de l'eau. Vous voyez, des maisons occupées par de l'eau et vraiment, ça ne fait pas bien. Le cadre de vie est endommagé et puis... il y a aussi des espèces, il y a des espèces, d'arbres, il y a des espèces végétales, n'est-ce pas, qui meurent asphyxiées ou étouffées. Parce qu'il y a de ces plantes qui ne doivent pas recevoir assez d'eau. Il y a des plantes qui ne doivent pas être, des plantes qui ne doivent pas, n'est-ce pas, être couvertes par de l'eau. Et lorsque l'eau vient s'installer et que tout est immergé, il y a ces espèces-là qui disparaissent, qui meurent étouffées. Donc voilà un peu sur le plan environnemental ce qu'il faut retenir. Le cadre de vie, n'est-ce pas, prend un coup et le cadre de vie, n'est-ce pas, n'est plus agréable. Et l'homme vit dans ce cadre de vie. Et c'est d'autres maladies qui se développent. Tout à fait, comme vous le savez, parce que quand l'eau s'installe naturellement... il y a les moustiques, les maladies hydriques. Les maladies hydriques, donc nous avons... ça, c'est l'impact sanitaire, ça. Tout ça, c'est le social. Donc, et on est dans un contexte de Covid-19. Voilà. Quoi qu'on dise, le Covid, c'est toujours là. Oui, le Covid, c'est toujours là parce que c'est cette maladie. C'est vrai que des recherches sont en cours pour comprendre un peu son mode opératoire. Il faut pour la combattre. Mais ce qui est remarqué, c'est que le Covid sévit en milieu frais. Vous voyez, lorsque nous avons des températures qui sont très basses, on a remarqué que là où les ravages ont été opérés, c'est surtout au niveau des pays européens où la température est très basse. Donc dans ce contexte-là, les populations doivent être très prudentes. Oui, les populations doivent être très prudentes et maintenir la garde pour, n'est-ce pas, et ne pas oublier les mesures barrières, c'est-à-dire les gestes barrières, et réchauffer un peu ce que nous consommons, réchauffer un peu l'eau que nous buvons et les gels hydroalcooliques en cette période de fraîcheur et de grandes eaux. Et la question que les gens n'oublient pas aussi ces gestes barrières-là pour éviter ce mal-là. Ok. Et là, vous parlez déjà de comment les populations doivent se comporter. Est-ce qu'il y a d'autres précautions qu'elles doivent prendre dans ce contexte d'inondation? Oui, dans ce contexte d'inondation, il faut que les gens préservent d'abord les biens qui leur sont chers. Est-ce que vous voyez, lorsque vous recevez de l'eau un beau matin dans toute votre maison, il faut que les gens prennent des dispositions pour construire d'abord en hauteur. Ça, c'est des mesures de prévention. Et que les gens écoutent les alertes
donnée par l'ANPC. Oui. Parce que l'ANPC, elle se charge de diffuser l'alerte produite par Agrimet, la météo Bénin, et puis, oui, Agrimet, la météo Bénin, l'université même, et la direction générale de l'eau. Alors, toutes ces structures-là produisent l'alerte. Et l'ANPC est chargée de diffuser cette alerte-là, et les populations sont tenues de respecter, n'est-ce pas, et ce qui est diffusé. C'est comme ça qu'on peut éviter ce phénomène-là, c'est comme ça qu'on peut amoindrir les risques. Les risques, parce qu'il ne faut jamais dire que les risques n'arriveront pas. Les risques arriveront toujours. Les risques arriveront toujours, mais on a constaté que c'est un phénomène cyclique, puisque chaque année, on est confronté à la même situation. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de trouver une solution durable ou définitive? Et pour la gestion des risques, il n'y a pas de solution définitive. Parce que les risques tels que ça se présente d'une année à une autre, ça ne se ressent pas. Donc, on ne peut pas caler un modèle pour dire, bon, c'est ce modèle, c'est avec ce modèle-là qu'il faut faire. Vous savez, chaque année, et les prévisions météorologiques, il y a des prévisions qui sont effectuées. Cette année, par exemple, il y a une prévision saisonnière que l'Agrimet a eu à faire. Et normalement, ça disponible déjà en mars ou au début, fin février, début mars, normalement. Oui. Et puis, ça a été diffusé. Et c'est prévu que les inondations que nous sommes en train d'enregistrer actuellement vont arriver. C'est prévu qu'il y aura des pluies, pas de grandes pluies, mais les inondations seront là. Et l'Agrimet même a prévu un certain nombre de dispositions en termes de comportement, et ce que chacun doit faire, ce que l'État aussi doit faire. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura une solution définitive. Mais on va mettre l'accent sur la prévention et la prévision. La prévention, la prévision et l'adaptation. Ces trois mots-là, on doit les avoir au cœur. C'est-à-dire ce que l'État est en train de faire en termes d'aménagement et autres, c'est bien. Et renforcer la capacité de l'ANPC pour qu'elle puisse bien faire son travail à temps. Est-ce que vous voyez? Donc ça là, c'est des mesures de prévention. Maintenant, en termes de prévision, la prévision c'est sur le court durée et c'est sur la courte durée. C'est-à-dire que les prévisions ne dépassent pas une semaine. On peut voir dans une semaine ce qui va arriver. Dans 2 ou 3 jours, ou 4 jours, ou une semaine ou plus, ce qui va arriver. Alors que les populations aient ce qu'on appelle la culture du risque. Et que tout ce qu'on leur donne comme information hydroclimatique là, et que ces populations-là veillent suivre ça. Et ça là, c'est très important. Et qu'est-ce qui se fait au niveau de l'université d'Abomey-Calavi pour que l'État puisse... Est-ce qu'il y a des solutions que vous proposez pour mieux gérer les inondations dans notre pays? Bien sûr, l'université fait beaucoup. Et la direction, il y a un laboratoire d'hydrologie appliquée, la LHA, et qui font partie de l'équipe qui produit l'alerte. Et le laboratoire d'hydrologie appliquée est souvent associé à la direction générale de l'eau, ou est sollicité aussi par la météo nationale. Voilà. Donc vous faites des propositions? Oui, des propositions sont faites et à travers des modèles de prévision pour permettre de prévenir. Et des conseils aussi sont donnés par rapport à la qualité des infrastructures, à la qualité des ouvrages, au dimensionnement des ouvrages, tout ça là. Cette expertise-là existe à l'université et ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de faire des constructions ou de mettre en place les aménagements se rapprochent des universitaires pour avoir la bonne information. Une dernière question avant de refermer cet entretien. Est-ce qu'il y a il n'y a pas que du mauvais quand il y a les inondations? Si on était mieux, on s'organise mieux, on peut conserver cette eau-là et les agriculteurs
peuvent l'utiliser et en période sèche. Oui. En quelque sorte, je parle de la valorisation de toute cette eau qui tombe chaque année. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très vrai, madame, parce que, vous savez, le Niger, par exemple, déverse dans l'océan Atlantique au Nigeria plus de 170 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Et ces 170 milliards de mètres cubes d'eau passent par Malanville, par exemple. Rien qu'avec des digues de protection, on peut sécuriser une grande quantité d'eau pour des cultures de compte saison. Compte saison, oui. Et vous savez, les inondations, lorsque ça passe, elles apportent ce qu'on appelle de la limon. Donc des matières fertilisantes. Et c'est ça qui fait que les populations savent l'exploiter. Si vous allez à Malanville de décembre jusqu'à février, vous verrez les gens sont dans la culture du riz. Et cette riz-là, c'est la seconde crue. Parce que la spécificité à Malanville, c'est 2 crues. Il y a les grandes inondations qui passent, qui ravagent, et la crue guinéenne. C'est-à-dire la remontée d'eau qui fait une deuxième crue, qui vient progressivement et qui apporte beaucoup de limon et beaucoup d'eau. Et c'est ça. Les populations exploitent pour faire le riz. On peut faire la même chose dans la vallée de l'Ouémé et dans la vallée du Mono aussi. Mettre des aménagements en place pour créer un peu des barrages, de rétention d'eau. Un peu comme ça se fait au Burkina. Au Burkina Faso. Vous savez, au Burkina, lorsque vous devez faire des routes et autres là, tous les villages que vous traversez, vous devez réaliser un barrage. Voilà. C'est comme ça dans le contrat. Vous devez réaliser un barrage dans tous les villages que vous traversez. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de barrages là-bas et les gens produisent à compte saison et nous fournissent même de la tomate. Voilà. Donc, un mot pour conclure cet entretien, M. Adjakpa. Ok, donc pour conclure cette émission, nous allons demander aux populations de veiller sur tout ce que la NPC leur dit. Sur le ministre de l'Intérieur a passé des communiqués. Sur les risques. Sur les risques, voilà. Le ministre des Transports et des Infrastructures aussi a passé un communiqué. Ces communiqués doivent être suivis. Les prescriptions de l'ANPC doivent être respectées aussi. Et je souhaite que cette agence-là soit renforcée également pour qu'elle puisse faire convenablement son travail. Et un mot à l'endroit des mairies, des maires, voilà. Il y a un fonds que l'État est en train de vouloir mettre actuellement, le fonds 4, le fonds pour la gestion des catastrophes. Donc, je vais souhaiter que les maires s'inscrivent, les maires s'accréditent à ce fonds-là. C'est un fonds que l'État veut mettre en place au profit de toutes les communes et que ces communes-là essaient d'actualiser leur plan de contingence par le guide que la Banque mondiale a mis à leur disposition en 2021. Parce que la Banque mondiale a mis un guide pour que chaque commune puisse rédiger son plan de contingence pour que les actions d'intervention soient facilitées. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Théodore Adjakpa. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Abomey-Calavi et vous êtes également un spécialiste des inondations. Merci à vous pour toutes ces informations. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien. Merci à vous de nous avoir suivis.